Chantal Beaumont de Saint-Joseph-de-Beauce a vécu un parcours des plus mouvementés. Elle a baigné dans la drogue, le sexe et l'alcool pendant plusieurs années. Elle s'est fait agresser sexuellement et elle a traversé quelques périodes de dépression. Après un grand travail sur elle-même et de nombreuses formations, cette femme épanouie a développé une approche unique pour aider les gens. Elle est aujourd'hui consultante écrivaine, conférencière, guide spirituel et formatrice en marketing quantique. Voici l'extraordinaire histoire de Chantal Beaumont. Donc, je suis née en 73 dans une famille un petit peu particulière. Mon père est alcoolique, ma mère instable émotionnellement. Donc, étant donné que j'étais venue apprendre l'amour de soi, je me suis incarnée dans une famille où ce que ça n'existait pas. J'ai appris à m'ignorer, j'ai appris à avancer dans on ne s'attarde pas à ce qu'on vit, on ne s'attarde pas à ce qu'on fait, on avance puis on fait notre possible pour survivre dans un monde où ce n'est pas nécessairement facile. Très jeune, mes parents se séparent, j'ai à peu près des alentours de 3-4 ans, mes parents se séparent. Ma mère à l'époque, elle part avec un homme plus jeune, 9 ans plus jeune qu'elle. On part de Val-Bélair pour s'en aller à Saint-David. Donc, oublie ça, on ne revoit plus les amis, on ne me demande pas mon opinion non plus. Donc, je grandis mon enfance relativement solitaire. Ma sœur puis moi, on a 2 ans et demi de différence. Puis, elle fait son bout de chemin. On est très, très, très différentes. Ma sœur est très, très, très dans sa tête. Moi, je suis un bout en train, je saute, je ris, je fais tout et temps. Je ne suis pas du monde. Je me drogue à l'adrénaline puis au plaisir. Puis, tout ce que je veux, c'est m'amuser avec le plus de monde possible, alors que ma sœur, c'est tout le contraire. Donc, je grandis relativement seule. Quand j'ai des écarts d'humeur ou que je me sens pas bien, je vis ça tout seul aussi. Fait que j'apprends à survivre et je deviens un petit peu le support affectif de ma mère. Je deviens son rayon de soleil. Puis je sais aujourd'hui que j'ai comme pris sans qu'elle me le demande, la responsabilité de la survie de ma mère. Donc, c'est lourd pour moi, pas grave, on est capable d'en prendre, on continue le bout de chemin et tout ça. Quand j'arrive à la fin de ma 5e année, ma mère et son chum achètent une maison à Beauport. Donc, on retraverse le fleuve. Encore une fois, bye les amis, on ne se revoit plus, on ne se reparle plus. Donc, je commence ma 6e année à Beauport. Et à ce moment-là, je suis une petite fille complexée. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un enfant qui se fait persécuter, qui se fait rire d'elle, qui se fait agacer par les petits gars. J'avais déjà eu une enfance au niveau de la sexualité. J'avais déjà goûté à des affaires bizarres de la sexualité. J'avais déjà commencé à découvrir mon corps du temps que j'étais à Saint-David. Donc, avant même ma 6e année, j'étais déjà alerte à la sexualité et tout ça. Puis là, quand j'étais arrivée à Beauport, j'ai dit « Oh! On oublie tout ça, là, on change de vie, puis on met tout ça de côté. » Puis là, tu sais, genre, il y a un gars qui te demande pour te donner un bec, puis tu te dis « Ma mère veut pas. » Là, tu sais, j'étais comme, j'ai rechangé complètement de cap quand j'étais arrivée à Beauport. Toutefois, le secondaire sera beaucoup moins tranquille pour Chantal Beaumont. Après ça, arrive le secondaire. Les premières amitiés profondes, les premiers amours profonds, puis on se fait du mal, puis on se gâte. Là, ça a été vraiment... je suis rentrée dans la souffrance émotionnelle, mais comme une spectatrice. Je te dirais, j'étais une grande romantique. C'est souffrir la vie finalement, ben je me suis dit, ben amenez-en, je suis capable d'en prendre. Donc, blessure émotionnelle au niveau de mes amitiés, au niveau de mes amours. Je me fais tromper et je me rends compte que ben finalement, ça ne doit pas être si important que ça, la fidélité. Donc, j'adopte le même comportement. À 15 ans, c'est pas mal là que le bordel a poigné. Donc, à 15 ans, c'est là que j'ai vécu toutes mes premières expériences. Donc, c'est là où est-ce que j'ai voulu perdre ma virginité avec mon meilleur ami, un ami de cœur très proche. Puis, malheureusement, il a raconté ça à son meilleur ami, qui l'a raconté à son meilleur ami, qui l'a raconté à son meilleur ami. Et du jour au lendemain, j'étais rendue la pute de la polyvalente. Donc, à l'adolescence, pour moi, j'étais encore sur le pilote automatique. Puis,
J'avais développé l'espèce de comportement de mon père alcoolique de « ça me coule comme sur le dos d'un canard ». J'avais développé une espèce d'imperméabilité à la souffrance. Pour moi, c'était quasiment rendu confortable. J'ai fait ma première dépression à 15 ans aussi, et c'est là que, mon Dieu, c'est donc bien bon broyer. Donc, je ne le vivais pas comme un drame, moi, je le vivais comme un apaisement, enfin. Seule, elle se réfugie dans le dessin et le chant pour évacuer ses émotions. Ma mère, je la rends pas témoin de ma souffrance intérieure parce que elle n'est déjà pas solide, je veux pas l'achever, donc je garde toute ma souffrance intérieure pour moi. Mais quand je sors de la maison, je me bats dans les autobus, je suis pas du monde. Pendant cette 15e année-là, c'est l'année où est-ce que je me fais agresser sexuellement aussi. Par une personne avec qui je vais à l'école, par une personne que je côtoie, par une personne que j'ai à côté de moi, de même dans un de mes cours. Encore là, tu sais, quand je raconte ça, comment j'ai fait pour vivre ça, je le sais pas. J'étais comme une spectatrice de cet enfer-là et j'ai préféré l'observer de l'extérieur, l'étudier puis en tirer avantage au lieu de sombrer dans cette souffrance-là. Je remercie aujourd'hui mes parents qui m'ont appris le blindage émotionnel, qui a été nocif, parce que dans le reste de l'histoire, vous allez comprendre, mais à cette époque-là, si je n'avais pas été dans ce blindage émotionnel-là, je ne sais pas comment j'aurais fait pour y arriver. Donc, c'est dans cette 15e année-là que je vis aussi ma déchéance. L'ascension de ma déchéance, je vais appeler ça comme ça. Donc, première brosse, premier joint. J'ai même une fois pris de l'acide. J'ai jamais retouché au chimique. Ça a été comme urk. J'étais comme trop... non, c'était trop flyé pour moi. Donc, je me suis limitée à l'alcool puis aux potes pendant plusieurs années. Puis, ben, j'avais socialement, ben, j'avais comme des espèces de bouées de sauvetage un peu partout. J'avais une gang de sport, j'avais une gang de brosses, j'avais une gang de fumée de potes, j'avais une gang de social à jeun, à ma grande surprise, et j'avais même une gang de filles où ça se parlait dans le dos, là, donc, j'avais un petit peu de tout, finalement, pour essayer de me situer, de me découvrir, d'apprendre à me connaître et tout ça. Et donc, c'est comme ça que je survis à mon secondaire. Pour arriver à la fin de mon secondaire, bon, ben, je travaillais chez McDo à ce moment-là. Et donc, je rajoute un autre cercle social, pas le plus sain des cercles sociaux, je dirais. J'ai découvert mon agressivité, j'ai découvert ma frustration. J'ai frappé quelqu'un pour la première fois dans ce parcours-là de mon premier grand amour et ma première dépression d'amour. Elle travaille pendant 5 ans chez McDonald's et elle y rencontre un client de 7 ans, son aîné. Pour Chantal, c'est le coup de foudre. Elle passe du temps chez lui et se considère en couple. Cependant, au bout de quelques mois, il la quitte pour retourner avec son ex-copine. 3 semaines plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. La journée que j'apprends que je suis enceinte, c'est comme je me sens prête, aussi naïve que je puisse être, je me sens prête, j'ai envie de redécouvrir la vie à travers les yeux d'un enfant, je me sens blindée émotionnellement, comme que ça se peut pas, je me dis, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre, donc je me dis, let's go, je suis capable, je me lance, donc je fais le choix de garder cet enfant-là, et quand je l'annonce au père, il me dit, il n'est pas question que moi j'accepte cet enfant-là, il dit même que c'est une victime d'un égoïsme incroyable, fait que là, je suis comme, non, au contraire, l'égoïsme, c'est de ne pas le garder, mais en tout cas, dans ma tête à moi, il n'y a personne qui va me faire changer d'idée. Je veux cet enfant-là, j'aime cet enfant-là avant même qu'il soit là. Je fais mon premier choix pour moi. Je dis au gars, j'ai dit, garde, c'est beau, tu ne veux pas, je te demande rien. Je veux juste pas que ça soit un drame dans 10 ans. Tu sais, tu vas avoir un enfant sur la planète Terre et je ne mettrai pas ton nom nulle part, je te demande rien. La journée où elle apprend qu'elle est enceinte, un nouvel ami vient la voir au McDonald's. C'est le début d'une relation amoureuse, mais surtout d'une grande amitié. Après 4 mois, ce précieux ami-là retourne avec son ex, lui aussi. Ça a l'air que j'avais un karma à vivre avec ça, mais toujours est-il qu'il se retourne avec son ex. Donc, je décide de rester toute seule. Quand j'accouche, il vient me voir à l'hôpital et
l'amitié se resserre et on devient, ça a été le début de notre amitié à long terme. Donc, j'ai ma fille. Je fais de mon mieux pour subvenir à ses besoins. Donc, je travaille 1, 2, 3 jobs. Ma mère m'aide beaucoup. Étant dans le blindage émotionnel, je lui ai comme délégué l'aspect affectif de ma fille parce que je suis dans le blindage émotionnel, je ne ferai pas une moumoune de ma fille, certain. Donc, j'élève ma fille dans « je suis là si tu as besoin, mais pas pour rien ». Et tout l'aspect affectif, je le délègue semi-consciemment à ma mère. Donc, c'est avec ma mère qu'elle cuisine, qu'elle joue à poupée, qu'elle s'habille en fille, puis qu'ils font du gâteau. Puis... Ma mère se retrouve en charge de l'aspect affectif de ma fille. C'était mieux que rien, je dirais, parce que moi, j'étais vraiment, je voulais tellement la protéger, je voulais tellement pas qu'elle souffre comme j'avais souffert, que je la privais. Puis je me disais, elle va s'endurcir, la tabarnouche. Bien, elle était encore plus sensible que moi, fait que c'était pas la bonne stratégie, on va le voir plus tard. Mais donc, c'est ça. J'ai la chance d'être bien encadrée. Ses grands-parents biologiques m'aiment bien, donc on reste en contact un petit peu une partie de son enfance, puis il me donne des petits coups de pouce. Il y a une autre dame aussi qui a été très importante pour nous deux. La restauration n'est pas assez rentable pour Chantal. Elle se tourne donc vers les bars de chansonniers. Donc là, je bois autant sur mes quarts de travail qu'en dehors de mes quarts de travail. Je sors même des fois fumer un petit joint sur mon quart de travail. Même si je bois de 3 heures à 3 heures, je tiens sur mes pattes, je balance mes caisses, mais je suis sur la rumba. Je fais des rencontres qui m'influencent encore pire quand j'approfondis au niveau de ma sexualité. Et là, c'est sex, drug and rock and roll. Il n'y en a plus de limite. Je couche quand bon me semble. Donc, je suis une droguée à l'adrénaline. C'est aussi simple que ça. Donc, je découvre mon plaisir d'aller autant vers les femmes que vers les hommes. Le plaisir de le faire à 2, 3 puis 4. Donc, c'est la déchéance totale. Et au travers de ça, ben, je reçois mon diagnostic de bipolarité parce que ça fait 2, 3 dépressions que je fais et je dis à mon doc, ben là, c'est assez, je suis tannée de faire des dépressions, envoie-moi dans la psychiatrie, on va aller clarifier la question. Et j'ai mon certificat de bipolaire officiel, donc ils me mettent ces pilules. Ben oui, c'était la seule affaire qui ne rentrait pas. Fait qu'on rajoute à l'alcool, à la drogue, on rajoute les pilules et on est sur le sexe à la pine à la planche. Donc, ça fait une vie un petit peu rock'n'roll, pour le moins qu'on puisse dire. Puis, donc, c'est la déchéance et je m'oublie moi, j'oublie ma fille, je suis totalement déconnectée d'une réalité qui, dans le fond, qui est une détresse de laquelle je ne suis pas consciente. Je me fuis moi, je fuis ma détresse. La déchéance sexuelle vient du fait que je suis restée, suite à l'agression, je suis restée dans « je suis sale, il s'est servi », puis je suis comme « regarde, c'est un terrain de jeu, fait qu'aussi bien de s'en servir ». Je suis rentrée dans un mode d'autodestruction profonde. Lors d'un tournoi de billard, elle rencontre un homme qui entre à son tour dans sa vie. Et je tombe enceinte de lui. Et au bout de quelques mois de grossesse, il commence à devenir agressif. Il ne tolère pas que ma fille pleure, elle est en train de faire des dents. Il pète des coches parce qu'il n'est pas satisfait sexuellement, que je ne saute pas dessus à tous les minutes. Puis il devient agressif. Et là, moi, je dis non, non, non. Il n'y a pas question. Je suis capable d'endurer bien des affaires, mais je n'attendrai pas qu'il me frappe ou qu'il frappe mon enfant. Donc, je sors de là instantanément et je vais me faire avorter. J'arrive à Montréal parce que je suis à 17 semaines et demie de grossesse. Donc, je panique un petit peu avant l'avortement, parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Écoute, c'est pas un mode de contraception, coudonc, un avortement, là. Donc, je suis un petit peu bouleversée dans mon processus, mais convaincue qu'il n'est pas question que je mette sur terre un enfant avec un père comme ça. Puis, lors de l'avortement, je demande au monsieur qui passe l'échographie, au docteur, je peux-tu voir? Puis, il me dit, madame, c'est pas dans nos pratiques. Je veux pas péter une coche, là. Je veux dire bye-bye à cet enfant-là. Je veux dire que c'est pas de lui que je veux pas,
mais je ne suis pas d'accord d'y donner ce père-là. Dis plus rien, il tourne l'écran, il me laisse faire mes choses. Et plusieurs années plus tard, quand j'ai eu mon fils, quand on a passé l'échographie, il est comme ça sur l'échographie. Et il me dit « Bonjour, je suis revenue, maman. » Donc, j'ai été vraiment, je n'ai passé des échographies, mais une qui a le bébé, il est comme ça, là, ça a fait comme, ça saisit un petit peu. Mon fils est revenu, je l'ai su bien des années plus tard par des médiums qui me disaient « Ah, ton fils est revenu » alors que j'avais jamais parlé que je m'étais fait avorter et j'ai eu toutes sortes de petits signes aussi qui ont confirmé ça. Bref, donc je passe l'étape de l'avortement, je passe l'étape de la déchéance sexuelle et pour finalement me dire, bien, ce serait peut-être le temps que j'aille une vie sur le sens du monde. Donc, je m'en vais sur Internet pour changer mon cercle d'amis, parce que toutes mes amies servent à brosser ou à avoir du cul en gang, donc je veux faire ça. Et je rencontre un homme, mon homme, qui aujourd'hui, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Donc, je rencontre mon homme par Internet. C'est une espèce de coup de foudre, deux âmes sœurs qui se retrouvent, c'est bien spécial, très, très intense dès le départ. Ils se rencontrent au mois d'avril et en janvier, elle est enceinte. Donc, on prend la décision de garder cet enfant-là, qui vient d'avoir 14 ans. Je suis convaincue que c'est mon petit garçon qui est revenu, qui a eu la permission et je le félicite parce que oui, il s'est trouvé tout un père, un homme extraordinaire pour s'occuper de lui, pour s'occuper de moi. Un homme qui a cru en moi avant même que moi, je me donne le droit de croire en moi. Donc, ça a été vraiment une belle rencontre. Et là, j'entreprends de mon retour vers moi. Donc, on s'installe en Beauce. Encore là, plus d'amis. Donc, un beau petit schéma qui se répète. Donc, plus de vie sociale. Par contre, une stabilité qui m'a fait du bien, qui m'a permis de me retrouver. Par contre, je tombe très malade. Douleurs physiques, maladies. Je suis sur la médication tant bien que mal. J'essaie de dealer avec ça. J'ai tout le temps quelque chose qui ne va pas. Je me remets totalement en question. Ma fille se renferme, elle a comme plus sa place parce que je la néglige beaucoup. On est en déménagement, on a un bébé, on est en train de tout refaire la maison. Elle change de milieu scolaire, elle est en pleine adolescence, elle a 12 ans. Donc, elle a besoin d'une mère présente et je ne suis pas la mère présente qu'elle a besoin. Et à force d'investiguer, d'apprendre à vivre dans le moment présent, de revoir mon histoire sous un autre angle, je choisis la vie. Tout à coup, les connaissances émergent, le bénéfice de tout mon parcours émerge. J'apprends à revoir ma vie, à réécrire mon histoire. Je tombe en amour avec mon parcours, avec ma vie, avec même l'agression sexuelle que j'ai vécue parce que j'ai appris énormément sur moi avec cette expérience-là. Et pendant ce processus-là, je tombe en amour avec l'expérience, mais je tombe en amour avec moi, la personne naïve et vulnérable que j'étais, que je ne voulais pas voir, que je n'ai pas permis d'exister. Et tout à coup, il se passe à l'intérieur de moi une libération incroyable. Chantal Beaumont décide de rencontrer son agresseur pour comprendre ses motivations, connaître son histoire, voir l'autre côté de la médaille, pour enfin mettre un point final à ce douloureux événement. Mais au bout de quelques mois, on finit par se revoir et c'est pour moi une expérience clé. Donc, je décide de partager mon histoire. À ce moment-là, je suis comme entre les deux. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à recevoir des dons et j'ai commencé à faire de l'écriture automatique et à recevoir des enseignements à livrer et tout ça. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais je me rends compte que ce que j'ai vécu comme extase par rapport à cette agression-là, je dois partager ça. Les gens doivent savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis je me dis, c'est maintenant que j'en parle, c'est maintenant que je la vis, c'est maintenant qu'elle est réelle, cette histoire-là, et je décide d'en parler. Donc, j'écris mon livre et je raconte mon parcours, autant en tant que victime d'agression sexuelle que de bourreau envers ma fille pour le blindage émotionnel. Et mon livre traite d'authenticité, de retour vers soi. Donc, j'apprends à vivre au moment présent et à ma grande surprise, je me mets à me réveiller la nuit en canalisation où est-ce que je reçois des textes. Et j'écris toute la nuit, je me lève de 2h à 5h du matin, j'écris, puis je suis là, puis je relis les textes, je me demande,
mais qu'est-ce que je suis supposée faire avec ça? J'ai aucune idée. Je me demande, bon, puis je relis ça, puis je me dis, coudonc, c'est trop hot, il faut que je fasse quelque chose avec ça, mais je ne sais pas quoi faire. Ça va-tu faire un livre? Ça va-tu faire des conférences? Ça va-tu faire les deux? Je ne sais pas. Et ça rentre, puis je chemine intérieurement beaucoup. Étant très malade, ben je vais chercher toutes sortes de ressources, de l'hypnose, de la PNL, du brain gym. Et quand je vis mon extase de libération face à l'agression sexuelle que j'ai vécue, il se passe quelque chose de très physique dans mon corps. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? J'en veux encore. C'était tellement bon. Je veux non seulement le reproduire pour moi, mais ma clientèle, parce que je commence à faire de la consultation privée. Je me dis, coudonc, je suis en mesure d'aider le monde, on va le faire. Donc, je me retrouve en formation en neurosciences. Et là, je découvre tout l'aspect quantique de tout le processus que finalement, une émotion, ça se vit dans le corps. La blessure émotionnelle se crée dans le corps, puis c'est par le corps qu'elle va être évacuée. Donc, je sors de ma tête et là, je décide de rentrer dans mon corps. Et là, je vais prendre des formations pour comprendre la machine, de comprendre la bébelle. Je remets en question la bipolarité, je remets en question tout le principe d'une dépression, je remets en question toutes mes connaissances et je vais puiser dans mes expériences de vie, comment j'ai vécu ça, puis comme, tu sais, je fais des corrélations avec les informations que je vais chercher en formation. Et plus ça avance, plus mon contenu se concrétise. Je fais d'un casse-tête avec tout ce que j'écris pendant la nuit, puis ça finit par donner des conférences. Donc, je donne des conférences. Tout au cours de ça, puis avec les formations que j'ai prises, bien, les consultations privées que je donne se développent, s'approfondissent beaucoup. Je me reconnecte au chant. Je prends conscience de mes dons avec mes mains. Je suis là pour servir l'humanité. Je suis là pour amener quelque chose aux gens, amener de la libération émotionnelle, sortir du processus de destruction. C'est ce qui a fait que j'étais une espèce de cadavre sous deux pattes pendant tout ce parcours-là. C'était que, et beaucoup ce qui m'a entraîné au niveau des dépressions et la bipolarité, j'ai compris que je refoulais tout ce que j'étais. Je refoulais mes émotions, je refoulais mes pleurs, je refoulais ma colère, je refoulais même mes rires. Donc, je refoulais tout ce que j'étais. Et le jour où est-ce que je me suis dit, et si j'étais moi? Et si je faisais du fur et à mesure? Et si j'arrêtais de faire croire à moi et à tout l'univers que j'étais autre chose que ce que je suis? Puis la magie autour de ça, c'est vraiment que lorsqu'on se donne le droit d'être soi-même, le droit d'être vulnérable, le droit d'être vrai, le droit d'être authentique, ça a un impact direct sur nos enfants, sur nos amis, sur nos parents, sur notre entourage. J'ai vu la détresse de ma fille bien avant de m'attarder à la mienne. Puis lorsque je me suis attardée à la mienne, puis que je me suis dit, c'est moi qui est malade. C'est moi qui ai enseigné que c'était pas bien d'être soi. C'est moi qui l'ai emprisonné dans cet enfer-là. Et si c'était à moi de lui en débarrasser? Donc, je me suis donné le droit d'être vrai. Je me suis mis à aimer ma vulnérabilité parce que c'est ce qui m'a donné accès à une proximité envers les gens. Et c'est ça qui me sert aujourd'hui lorsque je fais de la consultation privée. C'est lorsque quelqu'un qui se déteste reçoit un regard d'amour sincère de tout ce qu'elle cache. Et c'est là la clé, lorsqu'on se donne le droit d'être vrai. Et c'est ce que j'ai choisi d'enseigner dans mon livre, le droit et l'accès à l'authenticité, d'en comprendre non seulement l'importance, mais la légitimité et tout le potentiel de ça. Parce que c'est quand on se donne le droit d'être vrai qu'on inspire les gens à le devenir. Donc moi, c'est mon message, c'est ce que je véhicule aujourd'hui en conférence, en consultation privée et dans mon livre passé et dans ceux qui s'en viennent. En 2016, Chantal Beaumont fonde son entreprise contactemoi.ca pour se consacrer aux enseignements qu'elle reçoit et pour mettre ses dons au profit des gens. Grâce à son expérience, ses formations et ses compétences, elle connaît un vif succès et le bonheur dans tous les aspects de son existence. C'est ça la vie.